Cube Radio. Richard, as-tu sorti les poubelles aujourd'hui? Tu t'attendais pas à celle-là, hein? Non. Parce qu'on soit quand même l'auteur de La Petite Vie, du gars obsédé, ou en fait de maman et papa obsédé par les poubelles, sortir ses poubelles. Claude Meunier, c'est notre David Lynch à nous au Québec. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux. Les deux explorent l'étrangeté du quotidien, à quel point la vie quotidienne peut être extrêmement bizarre, étrange. David Lynch le fait par le biais de l'horreur, du thriller surréaliste, glauque. Du film noir, glauque et tout ça. Lui, il le fait par le biais de la comédie, bien sûr, mais c'est très David Lynch, là. Ah, c'est drôle, moi je l'avais jamais vu comme ça. Pour moi, c'est plus le Larry David, tu sais, l'auteur de justement des séries Seinfeld et tout ça, puis de Curb Your Enthusiasm. C'est plutôt l'absurde, c'est plus Ionesco. Et écoute, c'est quelqu'un, moi je trouve ça assez fascinant quand même, quand tu dis qu'il a été un des co-auteurs de Brou. Que La Petite Vie, c'est lui, Les Voisins, c'est lui, que, tu sais, c'est comme les publicités de Pepsi, tous des éléments qui ont été tellement marquants de la culture populaire québécoise. C'est comme s'ils faisaient partie de notre ADN. Oui. Ça fait partie de ce que c'est être québécois. Puis je pense que, tu sais, quand il y a des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent ici au Québec, on devrait leur faire prendre connaissance de l'ensemble de l'œuvre de Claude Meunier pour leur dire, le Québec, c'est ça le Québec. Tu sais, on a envoyé dans l'espace un disque laser pour expliquer l'humanité aux extraterrestres. Oui. Mais si tu veux expliquer le Québec, ça prendrait une toune de Beau Dommage. Oui. OK, pour expliquer c'est quoi le Québec, ça prendrait effectivement Les Voisins ou La Petite Vie de Claude Meunier. Puis tu sais, il y a des œuvres comme ça. Sauf que là, si un extraterrestre regarde La Petite Vie, il va se dire dont tous les hommes se déguisent en femmes au Québec. Puis ils dorment dans des lits verticaux. Ils dorment dans des lits verticaux. Écoute, nos apéros piquants jusqu'ici ont été pas mal. Tu sais, on sert des petites olives piquantes. Aujourd'hui, j'ai des cacahuètes au sriracha. Des cacahuètes ou des arachides. Hein? Au Québec, on dit plus des arachides au sriracha. Et on a toujours notre petit bol avec des questions piquantes. Ouais, c'est vrai. Au Québec, vous dites, vous les Keb, là, vous dites ça, des pinottes. Mais c'est on dirait que tu viens de débarquer hier. Ben non, ça fait 44 ans que je vis au Québec. Ben oui. Reviens-en. Ben quand même, je suis quand même une importée d'une certaine façon. Tout ça pour dire qu'on picosse un peu nos invités. C'est ça le principe de l'apéro piquant. Puis toi, tu semblais pas trop être sûr de vouloir nécessairement picosser Claude Meunier, parce qu'on sait pas jusqu'où on peut le picosser. C'est ça, je sais pas comment il est. Il a eu sa part de mauvaises critiques. Hein? Oui. Il a fait des choses qui ont énormément marché. Il a fait des choses qui se sont totalement plantées. Et rappelle-toi, quand il avait fait le Timé Show et qu'il y avait eu des mauvaises critiques, il avait répondu à 2 journalistes de la presse avec des mots quand même assez raides. Et ça, c'est rare, comme de la marque de pape. Au Québec, que quelqu'un réponde à des critiques et des chroniqueurs, c'est rare. Il y a des rares à l'avoir fait. Le Timé Show, d'un point de vue critique, ça avait été très, très mal reçu, mais les codes d'écoute étaient très bonnes. Fait qu'on va le picosser. On va le picosser. Puis il va peut-être nous envoyer son verre de gin en pleine face, on verra. Puis j'espère qu'il va goûter nos peanuts. Comme ça qu'on dit, des peanuts. Vous, au Québec, vous êtes des arachides. Ben non, je disais ça pas. Je disais ça pour te picosser. Puis tu vois, ça a marché. T'es tombé dans... Arrête de manger la nourriture avant que les invités arrivent. Bon, je vais le faire. Ah ouais, c'est ça. Tu vas animer la bouche pleine, Martineau. Aimes-tu ça réaliser? Aimes-tu ça être sur un plateau? Puis oui, j'aimais ça. J'ai fait mon film, j'ai fait Le Grand Départ. Ben oui. J'ai adoré faire ça, mais le problème du cinéma, c'est tellement long. Moi, c'est ça. Moi, j'étais un coureur de 100 mètres. Moi, je suis pas un marathonien. Tu sais, j'ai découvert ça, que j'étais un coureur de 100 mètres. J'ai découvert ça il y a pas longtemps en parlant de tout ça. Puis, moi, le cinéma, je trouve ça interminable. C'est long faire un film au Québec. Ça prend 5 ans. Puis même faire un film aux États-Unis, c'est long. C'est un des problèmes. Je suis en train de lire le tournage du Parrain, le making of du Parrain, un livre qui vient de sortir. Coppola était très jeune. J'ai failli le faire, te dire.
J'ai fait le neveu. Ah, le parent, c'est ça, le filleul. T'as fait le filleul. Le filleul. Non, mais le parrain, quel film exceptionnel. Mais on dit ça, mais ces gens-là, la gang Coppola, Spielberg, puis Scorsese, qui étaient en même temps ensemble. Lucas Scorsese. Mais tu sais, Gas Spielberg qui a fait Duel, tu sais. Ben oui. Presque un projet d'université. Ah, c'est fou, hein? Il y avait déjà toute son intensité de jazz puis d'autres affaires après. Là. Ah oui, tout était déjà là. Duel, je l'ai réécouté il y a 2 ans. Je pense qu'il y avait 20 ans quand elle a fait Duel. C'était encore 19, extraordinaire. là, Un camion, tu sais, une poursuite en camion. Mais en même temps, toi, si on ressortait le sketch Le Party plate, tout Claude Meunier était déjà là aussi? Complètement. Bon. Ben, Le Party plate, premier texte que j'ai écrit dans ma vie, tu sais, je me suis plagié après pendant 50 ans. Ça pourrait être pire. Il y a des gens qui se sont plagiés toute leur carrière, puis c'était plate. Écoute, Claude, on est super content que tu sois là. Tu nous as dit que tu étais un fan de gin tonic. Ça tombe bien. Ben oui, parce que Richard aussi. Alors, pendant que Richard te prépare un gin tonic... Le gin, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Hein? Et c'est comme le scotch. Il y a des gens qui détestent le gin. Moi, j'adore. Moi, mon problème, quand j'étais jeune, mes amis se pactaient à la bière, moi je me pactais au gin, fait que j'y suivais, fait que je buvais, j'étais toujours trop chaud. Je finissais mes soirées trop pactées. Fait qu'il a fallu que je me suis mis à la bière à un moment donné pour au vin. Je buvais trop de gin. Mais moi, une de mes premières brosses, mon père avait du gin à la maison. Parlons de brosse. Mais j'avais pris une brosse, on buvait toujours un petit peu de gin à mon père, puis on mettait de l'eau. Puis ça, c'est un fait vécu. Puis à un moment donné, mon oncle Bernard arrive chez nous. Et mon père, il sert un gin. Mon père qui buvait pas. Et là, il n'y avait plus rien dans la bouteille de gin. Tu comprends? C'était de l'eau. C'est de l'eau. Il dit, Marcel, tu m'as mis un petit peu trop de tonic. Fait que là, mon père remet du gin. Il dit, Caroline, Marcel, je sais pas ce qui se passe avec ton gin. Écoute, c'était de l'eau, carrément. Là, il y a des Moi, j'étais dans la cuisine. J'étais blanc, tu comprends? On vidait le gin à mon père. Claude, c'est un plaisir de te recevoir. Oui, je suis content d'être chez nous, de te recevoir chez nous. On te présentait tantôt avant que tu arrives pour le balado et je disais que tu es notre David Lynch. Oui. Ah, OK. Parce que, mais explique pourquoi. David Lynch et toi, vous explorez l'étrangeté du quotidien. À quel point le quotidien, la vie quotidienne, les conversations qu'on a dans le quotidien peuvent être extrêmement étranges. Lui, il voit ça par le biais de l'horreur, toi par le biais de la comédie, mais je trouve que vous vous rejoignez. Bien, oui, ça fait du sens, mais puis moi, j'ai toujours dit que les choses importantes de la vie se passent dans la toute petite vie. Puis moi, c'est pour ça que j'ai appelé la série La Petite Vie. Mais j'ai toujours trouvé ça aussi, que dans le quotidien, d'abord, les êtres humains, on pense qu'on est bien cohérent et bien logique. Puis quand tu écoutes les gens parler, on est dans le coq à l'âne 24 heures par jour. Totalement. Puis c'est ça, d'ailleurs, qui fait qu'on saute les bouts de plate. Et c'est comme ça, la vie. C'est une espèce d'incohérence. Il n'y a pas de cohérence, vraiment, dans la vie. Et les grands moments se passent n'importe où, n'importe quand. Tu sais, les grands moments de couple, de tomber en amour avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, avoir un grand moment... Laisser quelqu'un, puis on pense qu'on va planifier avec des voyages, des affaires, des soupers, des réceptions, mais ça se passe pas là, pas en tout. Ta journée, elle peut être formidable à 10h15, c'est rare, là. Et la vraie vie, c'est pas des hold-up, des guns, des gens qui se tirent dessus, puis tout ça, c'est pas ça, là, la vraie vie. C'est des fois des longs bouts de plate. Oui, mais on pense toujours que ça va être justement dans des achats d'affaires, dans la consommation, beaucoup. Après ça va être dans l'organisation, la prévoyance, je sais pas, organiser les voyages. On pense que le bonheur va être sur le bord de la mer. Ben, on pense toujours que le bonheur va être par en avant puis qu'il va être ailleurs. Oui, on veut le planifier, on veut... Ouais. Écoute, pas plus tard que samedi dernier, il y avait donc un épisode de La Petite Vie qui était diffusé et ça a été regardé par 809 000 personnes. Ça fait 29 ans que ça a été écrit. Est-ce que ça te fait capoter? Ben Est-ce que tu les regardes encore? Est-ce que tu les ris encore? Non, oui. C'est drôle de parler de ça parce que ce matin, j'étais en rencontre chez Avanti. Des fois, je vais voir Monique parce que j'ai des choses avec eux autres encore, évidemment, et La Petite Vie. Mais elle m'a appris ça ce matin. Moi, je suis tombé à terre. Je me disais, comment on est rendu dans les codes d'écoute? On a fait ça pendant la pandémie. On a fait ça assez souvent. 829 000. Ben là, je sais pas, 809, ouais. Anyway, j'en reviens pas parce que ça fait 11 fois que ça passe. C'est la 11e reprise, tu sais.
Fait que j'ai dit à Monique, on boit le bye-bye parce que tu additionnes tout ça, on est rendu à 9 millions par épisode. Oui, c'est vrai. Mais... Parce que toi, longtemps, La Petite Vie, ça avait été l'émission, à 4 millions, c'était l'émission qui avait été la plus regardée dans toute l'histoire du Québec. Ouais. Après, on a dit, c'est le bye-bye 2021. Là, c'est peut-être le bye-bye 2022. Mais si on accumule toutes les diffusions de La Petite Vie, ça va être toi qui va avoir écrit quand même l'émission la plus regardée au Québec. Oui, ça, c'est sûr. J'espère qu'il y avait un avertissement avant. Ça, d'ailleurs, ça nous a fait un coup de promotion incroyable. Ça a été formidable pour nous autres, pour cette histoire-là. D'ailleurs, c'est une plainte. Puis il faut l'expliquer. Il y a une plainte. Radio-Canada a décidé de mettre un avertissement avant. C'était pas une plainte. Le gars, c'était genre, est-ce qu'il y aurait du racisme dans cet épisode? Ou c'était pas clair, la plainte. C'était pas une dénonciation. Alors, eux autres, à Radio-Canada, ils ont eu tellement peur. Je sais pas s'il y avait eu des choses avant. Ils ont tout de suite mis quelque chose ou ils ont voulu l'arrêter. Et là, tu comprends que c'était une levée de bouclier incroyable. Puis là, nous autres, ça a fait... On a monté de 100 000, je pense, la semaine après. C'était formidable pour nous autres. Puis Dieu sait que c'était pas... Puis là, c'est Normand qui a tout ramassé. Normand Brathwaite, il s'est fait presque accusé d'avoir joué le rôle d'un noir. Nous autres, on le faisait très folklorique à l'époque. Mais c'était comme... Quand j'ai écrit ça, j'ai parlé à Normand, j'ai dit, ça te tente-tu de jouer ça? Il dit, ouais, mais il dit, vas-y, là, ouvre, tu sais, veut dire... C'était lui qui t'encourageait à aller loin, puis à aller... nous, on voulait faire un noir tout à fait... comment dire, caricatural, comme La Petite Vie peut l'être. Moi, je m'habillais en sorcier, puis j'étais habillé comme le gars qui a assailli le Capitole le 6 janvier, que c'est comme... Le Capitole aux États-Unis, oui. Oui. Tu sais, alors, c'était pour... En tout cas, c'était l'époque. On pouvait dire des choses à l'époque. On faisait Momone. Moi, j'ai dit à Michel Côté, bien pire que ça, je trouvais. Et à un moment donné, avec Michel Côté, qui dit, j'aurais tellement aimé ça. Tu sais, on se retrouvait, c'était un épisode où Caro essayait de le rendre hétérosexuel, déjà en partant, tu sais. Ben oui, déjà. Alors, thérapie de conversion. Thérapie de conversion, tu sais. Et là, il disait, j'aurais tellement aimé ça, vous faire un petit fif. Je dis, un quoi? Il dit, un petit fist. Non, excuse-moi, j'avais compris d'autres choses. J'aurais aimé ça, vous faire un petit fif. T'as écrit ça? Ben oui, puis c'est drôle en esprit. Hein. Ben c'est drôle en esprit. C'est très drôle. Mais tu sais, on peut plus dire ça. Je le dirais plus aujourd'hui, je l'aurais pas écrit. Tu sais, quelqu'un qui est trop têteux, on peut le dire, mais fif, ça veut dire un petit têteux aussi. Ça voulait dire, on peut dire encore têteux, mais alors, il y a une certaine forme de gaietude qui était risible, comme il y a une certaine forme de virilité qui est risible, comme il y a une certaine forme de maternité extrême qui est risible. Tout est risible, en fin de compte, mais c'est qu'on peut plus en rire quand même. Christian Bégin, dans son émission de cuisine, à un moment donné, il goûte une soupe qui était très épicée, puis c'est pas pour les momones, ça. Écoute, ça a chialé, là. Mais momone, ça veut pas dire gay. Non. Momone, ça veut dire, t'es précieux, t'es fragile. Ça veut pas dire gay, mais ça peut vouloir dire gay. Ça veut dire un certain type de gay qui est exagéré, qui exagère dans sa... Tu sais, regarde, je vais me commettre, mais un gay de 6 pieds 5 avec une moustache qui porte le bébé Dodd, c'est toujours quand même assez drôle. Tu as écrit un des sketchs les plus audacieux, les plus vrais. Écoute, je le cite régulièrement dans mes chroniques, ce sketch-là. Dans Bonne année, Roger. Où... Ils en ont parlé dernièrement, t'es un Québécois, un bon Québécois, t'es côté serré, naïf, puis ta fille arrive, elle représente son chum, puis c'est un noir. Puis là, toi, tu veux le mettre à l'aise. Fait que tu dis, on va manger en bédaine, comme vous faites chez vous, puis on va se mettre à terre, comme vous faites chez vous, puis vous mangez certainement du lion, puis tout ça. Mais c'est... Il y a comme à peu près 6 niveaux dans ce petite gag-là. Là. C'est tellement drôle. Oui, puis Dieu sait qu'il y a eu des critiques à l'époque. Mais on oublie ça, que ça avait créé une controverse. Il y a eu très peu de Noirs qui ont gueulé, en fait. Il y a eu des Blancs qui se sont offusqués, des bons Québécois là, qui ont dit, mon Dieu, c'est raciste. Ils n'ont pas compris. Comme dans La Petite Vie, ils ont dit que c'était raciste. C'est le bonhomme qui était raciste. Évidemment, tu l'as vu. Mais il était même pas raciste, parce que le bonhomme il voulait l'accueillir. Oui, il voulait l'accueillir. Il était fin, il était gentil. Il n'est pas raciste parce que l'intention était pas malicieuse. Quand le gars arrive, elle lui dit, pourquoi t'as amené ton chauffeur de taxi? Mais je l'ai dit l'autre jour. Tout le monde était taxi. Il arrivait d'Haïti, puis c'était un gag. C'est ça. Puis comme disait Yvon Deschamps, comme il a dit, si on peut rire de son voisin parce qu'il est noir, il dit de qui qu'on va rire. T'sais, on peut rire d'un voisin qui arrive ici puis qui connaît pas les coutumes. On peut rire de quelqu'un qui pense que de recevoir un noir comme faut, c'est de s'asseoir à terre, c'est un esti de colombe de faire ça. Mais alors, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Comme
rire des transgenres. Mais tu sais, les transgenres prennent beaucoup, beaucoup de place, évidemment, actuellement, dans le débat. Mais... Alors qu'ils sont 0,01% de la population. Mais tant mieux s'ils réussissent à prendre de la place. Tant mieux. Mais moi, je parlais avec une de mes filles qui a des amis qui sont presque rendus, je sais pas trop est-ce que c'est des Yel ou des Yel ou des Yodelo-Hihu, mais moi, j'ai pas de trouble avec un Yodelo-Hihu, mais pense pas que je t'insulte quand je sais pas que tu t'appelles un Yodelo-Hihu. Ben, c'est ça. Tu peux t'appeler ce que tu veux, mais dis-le moi, tout simplement. Ben oui. Puis, tu sais, si t'as besoin d'aller d'une toilette d'un arbre, parce que toi, tu peux pas aller à la toilette, gars ou fille, je sais pas comment tu urines, mais ça... Mais on a le droit de rire de ça. Ben, on peut rire de ça. Mais c'est qu'il y a pas de... Ben, c'est drôle, c'est drôle. T'as raison, c'est drôle. Je veux-tu prendre un petit... Ben, vas-y, mange donc moi, la les saucisse de Richard. cocktails, quand je vois ça, je capote. Ben oui, parce que c'est tellement... Moi, je trouve que c'est tellement la petite vie, puis c'est tellement les voisins, la petite saucisse cocktail. On s'est dit qu'on pouvait pas te recevoir avec autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vraiment rendu difficile. Tu sais, c'est dur d'être un humoriste, parce que je sais pas comment tu fais pour te faufiler. Ben... Si tu commençais en humour aujourd'hui, ce serait plus difficile pour toi que quand tu as commencé? Peut-être pas au début, parce qu'au début, en humour, quand tu commences à faire de l'humour, quand tu commences à écrire, puis t'es jeune, tu t'en fous de passer dans le tas. T'sais? Puis à un moment donné, quand tu commences à avoir de la notoriété, puis t'as peur de te faire ramasser, parce que tu te dis, si je me fais ramasser, ça va peut-être que je pourrais plus travailler. Moi, j'ai eu des mauvaises critiques à beaucoup de projets que j'ai faits, parce que j'ai beaucoup changé de track. Puis des fois, je me demande pourquoi j'ai changé de track si souvent. Puis... il y a des chanteurs que j'écoute, puis des fois, je dis, pourquoi il change de style, lui? Mais à un moment donné, j'ai compris que moi, tu sais, quand je passais de La Petite Vie à d'autres choses, à Adam et Ève, à toutes sortes de projets que j'ai fait. Timé Chaud. Ben, Timé Chaud, La Petite Vie était finie, puis je m'ennuyais de Timé, puis les Rémi puis moi, on était deux vieux potes, puis on s'est... Détective Inc. Detecting. Ouais. Puis il y a toutes sortes de raisons qui l'expliquent, puis mais le clash était tellement grand... Puis c'était moins bon, des fois. J'ai fait des affaires bien moins bonnes que d'autres, c'est sûr. Mais, comment dire, je ne peux pas toujours rester dans la même track. Mais au début, ça me faisait rien que les critiques soient dures. J'ai eu des critiques très dures au début, moi. Hey, les voisins, ça s'est fait ramasser. Les voisins? Ça, c'est difficile d'imaginer ramasser, tu dis? Mais on trouve ça... Un mauvais téléroman. Ben oui, parce que les voisins, il n'y a aucune solution d'apporter et les personnages prennent jamais conscience de leur état. Voilà. Alors, tout le long de la pièce, ils demeurent inconscients. Puis c'était ça notre discours, nous autres, à Louis et moi. Louis Sayat, toi. Ouais. On disait, les personnages, ils restent... Parce que c'est pas vrai que les personnages dans la vie, tout à coup, t'es dans ton jardin, puis ça... Oh mon Dieu, ma vie est absurde. Je suis conditionné. Je suis complètement soumis à... L'épiphanie, ça se passe pas. L'épiphanie, elle arrive pas souvent. Elle arrive beaucoup dans les pièces dramatique. C'est le processus dramatique des grandes tragédies. C'est quand même le personnage prend conscience de son état. Le Deus ex machina. Oui. Et aussi la rébellion. Ouais. Et aussi le changement du personnage. Mais nous autres, c'était le contraire. Il arrivait rien. Fait que les critiques disaient, oh my God, pathétique. Des gens, un mauvais téléroman. Je vais toujours me rappeler ça. Les voisins, un mauvais téléroman. Et après ça, pourquoi Louis Sayat écrit-il avec Claude Meunier? Oui, parce que c'est dur de passer ici au Québec, mais pas juste au Québec. Aux États-Unis, c'est encore plus tranché. Passer de la télé, mettons, au théâtre, et surtout de la télé au cinéma, ou du théâtre, ou des variétés au théâtre. Oh my God! Alors, fait que moi, à un moment donné, j'avais les Paul et Paul qui jouaient, les voisins, puis j'avais une pièce, je pense, appelez-moi Stéphane. En tout cas, on a toutes fait la même année, Louis et moi, presque tout. En un an et demi, on a fait les voisins, puis appelez-moi Stéphane. Fait que là, j'étais en tournée. Puis dans le devoir, j'étais un esti de con, un tata. Louis, on se demandait ce qu'il faisait avec moi. Mais dans un autre journal, j'étais vraiment génial. Alors je me promenais, mais c'était dur. Mais c'était la même personne. C'était juste que c'était le point de vue j'ai 2-3 plumes, probablement. Mais Les voisins, qui est un classique aujourd'hui, vraiment. Écoute, à un moment donné, je m'en vais voir ma mère qui vit en résidence personne âgée à 88 ans et je l'amène au McDo. Ma mère aime ça aller au McDo. Puis elle voit une madame de sa résidence qui est là. Puis elle dit « Ah, t'es au McDo, toi? » Puis là, elle dit « Ouais, moi, quand j'ai envie de prendre un bon McDo, je viens au McDo. »« Ah, t'aimes ça, le McDo, toi? » Puis là, je me pinçais. J'étais là, je suis des voisins. Il parlait de même, là, et ça tenait pas debout de 2 secondes. Mais moi, je suis devenu moins dur parce qu'à un moment donné, je me suis dit, moi-même, j'étais un voisin incroyable. On est tous des voisins. Parce que des fois, t'as pas le choix. Ouais. Tu parles avec des gens, t'es pas pour toujours être
dans l'illumination, puis dans la conscience, puis dans... Regarde, là... Donc, des fois, t'es un party plat. Des fois, tu rentres, tu dis « Hey, j'ai la COVID. » Ah oui, j'ai la COVID. T'avais-tu le vaccin? Ben oui, j'avais le vaccin. Voyons donc. C'est sûr qu'il faut que tu passes par là dans la vie. Tu peux pas toujours être en état de grâce, puis en état de... Ben non. Puis de recul, puis être au-dessus de ta situation. C'était ça, les voisins. C'était comme étant en haut avec un spotlight, puis c'était très dur, puis c'était très... Il fait froid, oui, mais il annonce moins froid demain, puis oui, mais on en a le côté insignifiant. Oui, ça puis nous des arrive fois, dans notre journée c'est une d'être façon de faire passer le flux entre deux personnes. C'est sûr que tu passes ta vie à parler de clous et de vis. À un moment donné, ça peut être dole. Aussi, avec ta blonde, tu parles juste de, je sais pas, ton char qui marche mal. Tu sais, on tombe dans des tics. Évidemment, on peut tomber dans des conversations insipides, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas toujours être en état de prise de conscience. Et c'est une période dure pour les enfants qui s'en viennent, puis pour les jeunes. Moi, j'ai des jeunes enfants de 20 ans, puis ma blonde a un fils très jeune aussi. Et on se dit, my God, dans quel monde ils vont vivre? Mais imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Désy. Salut, Pat. Hey, c'est désagréable hein, comme métier. Ah, je te dis. C'est ça. À chaque semaine, le balado des méchants raisins, une production Cube Radio, disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Santé! Est-ce que tu t'ennuies de ton ami Serge Thériault? Ben oui, c'est sûr que je m'ennuie de Serge. Mais je m'en ennuie de moins en moins parce qu'on peut jamais se voir. Non, je fais des jokes. Il rirait là, s'il m'entendait. Oups. Mais, oui, ben heureusement. Ben oui, je m'ennuie de Serge. Puis je t'ai parlé un peu de pourquoi je voulais pas trop en parler du film. J'ai pas voulu faire la promotion du film parce que j'ai vu le film. Il y a un documentaire sur Serge que tout le monde, dont on a parlé beaucoup il y a pas si longtemps. Un documentaire sur Serge sans Serge. Ben exactement. Alors moi, j'ai dit à ma blonde, j'en parle pas, puis on va laisser passer 3 semaines, ça va être fini. Et c'est un peu ça qui est arrivé. Parce que j'ai pas endossé le film du tout. J'ai pas endossé le docu parce que ce docu-là, sans être faux, il ne représentait, comme je t'ai dit d'ailleurs, je pense que à toi, j'ai dit ça, que 5% de la tarte. Alors, tu sais, le cas de Serge est beaucoup plus complexe qu'un petit film comme ça. Puis comme tu as dit, t'en as parlé très, très bien d'ailleurs en entrevue. J'ai entendu ton entrevue. Je te remercie. Ouais, t'as tout dit ce qu'il y avait à dire. Alors, évidemment. Mais je m'ennuie de Serge. Ça fait longtemps que je m'ennuie de Serge. On s'est ennuyé de lui pendant qu'on était à côté de lui, même. C'est ça que je veux dire. C'est que sérieux? il était déjà... On s'ennuyait de lui quand on était à côté de lui, parce que déjà, Serge, il était isolé, il était dans sa tête, il était dans ses problèmes, puis c'est un gars formidable, Serge Thériault. C'est un gars fin, il a aucune malice, il est généreux quand il peut l'être, quand il y a les moyens de l'être. Il est plus bon comédien dans Gans Barbelot. Mais c'est peut-être... Moi, je dis que c'est dans les plus grands comédiens de sa génération, évidemment. Hein? Peut-être le plus grand. Parce qu'il peut aller autant dans l'humour que... Puis je pense que les gens autour vont être d'accord avec moi. Marc Messier, Rémi, Michel Côté, on a déjà parlé de ça. Je me disais tout, quel comédien exceptionnel. Exceptionnel. Et il rend tout le monde bon autour. Eh oui. Moi, j'ai joué avec lui. J'avais vraiment l'impression d'être une vieille femme. Tu sais, je pouvais toucher le bras. Il y avait une espèce de fébrilité de madame. Oui. Il jouait Ben, tellement comme ça. bien ça. Oui, mais c'était vrai. Oui. Tu sais, puis il y avait une espèce de petitesse de... Puis il jouait pas... Le personnage de Maman, c'est tout lui qui l'a amené comme ça. Moi, c'est drôle parce que ma mère, elle me disait toujours... Parce que La Petite Vie, c'est mon père. Timé, c'est vraiment mon père. Il parle de même, puis il n'y a pas de barbe de même. Là. Mon père, c'était un optométriste qui était pas habillé comme Timé. Mais quoi, un optométriste n'a pas le droit de porter la barbe? Oui, mais c'est rare, un optométriste avec une barbe de ZZ Top. Oui, c'est vrai. Tu sais, il faut pas oublier que La Petite Vie vient de Ding et Dong, puis qui venait du Club Soda, puis la barbe, c'est une barbe que j'ai trouvée dans un magasin de farce et attrape. Mais oui, le premier sketch de La Petite Vie, j'ai pris une barbe de sketch, je l'ai encore chez nous. Serge, c'est mon frère, tu sais, c'est mon jumeau quelque part. C'est mon jumeau pas pareil, là, mais c'est mon jumeau. Donc, il y a 3-4 personnes comme ça au niveau création, puis au niveau amitié qui ont été proches comme ça. Il y a Marc Messier, Serge et Louis Saya.
c'est des jumeaux, c'est des âmes sœurs jusqu'à temps que je meure. Alors, pour les gens qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce qui t'a fait de la peine ou qu'est-ce que t'as pas aimé dans le film? C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est incomplet. Et c'était un peu prétentieux de présenter ça comme un portrait de Serge ou un portrait de l'état de Serge, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi Serge n'est pas en traitement? Puis, ce que j'ai pas aimé, surtout, ce que j'ai reproché au film, le grand reproche pour moi, c'est la fin du film, qui est complètement faux. C'est-à-dire que c'est pas vrai que Serge est parti se faire traiter. Il est allé faire... Moi, je sais, parce que je parlais avec Serge au moment du film, moi. Oui. Je parlais avec Serge régulièrement. Et les gens parlaient avec lui. Louis Saya lui parlait. Martin Després, le gars qui avait le Club Soda, un grand ami de Serge, il lui parlait. Puis là, à un moment donné, Serge, clic, ça a coupé. La conversation a coupé. C'était fini. Parce que sa blonde est partie. Elle est partie. Je sais plus comment ça va avec son ex, là. Puis, à un moment donné, Serge est allé en traitement. Un peu, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. D'accord. Parce qu'à la fin du film, ça finit sur une note d'espoir où on le voit embarqué dans une auto et on nous laisse entendre qu'il s'en va en traitement et que sa vie va bien aller à partir de là. Donc, c'est une fausse représentation de la réalité. Ben, en fait, moi, je sais que ça n'a pas continué, le traitement. C'est tout ce que je sais. Puis après ça a été silence radio. Et c'est encore silence radio. Mais Serge a eu des grandes périodes, c'était silence radio. Mais, tu sais, Serge... Il veut pas qu'on le dérange. Il veut. Je sais, tu vas me dire, c'est un état maladie mentale. J'aime pas ça dire que Serge fait de la maladie mentale. C'est pas à moi de dire ça. Mais on sait qu'il fait de la dépression. Mais j'aime même pas ça en parler. Et quand les gens me disent comment il va, j'appelais-le. C'est que je sais que Serge a le goût qu'on respecte ça, sa solitude, malgré tout. Et c'est ce que le film ne fait pas. C'est ce que le film ne fait pas. Alors moi, je veux pas, puis c'est ce que j'ai dit à du monde qui voulait faire des entrevues, je te l'ai dit à toi, Sophie. Oui. Je veux pas en parler parce que c'est pas respecter Serge que d'en parler. Puis y a-tu le goût de se faire dire à la grandeur de la province qui est en traitement? C'est pas... comment? Il y a comme le goût de savoir. Comme Régent Duchamp. C'est le grand malaise. Tout le monde savait où il demeurait dans le milieu. Régent Duchamp, personne n'écœurait. Ben personne n'allait le voir. Les journalistes, ils le savaient. Ils filmaient pas en sortant de chez eux. Ben non, puis respecter Serge, c'est ça. Régent Duchamp. Ah ouais. Puis Serge, c'est un gars... C'est un personnage lui-même. Toi, as-tu déjà eu des passages à vide ou des moments de dépression? Pas vraiment. Excuse-moi de rire. Moi, je suis pas un dépressif, jamais. J'ai eu toutes sortes d'affaires dans ma vie, mais des affaires tristes, mais moi, j'étais un anxiolytique, angoissé total. Alors, j'étais un gars angoissé, je suis pas un gars dépressif, c'est bien différent. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, un angoissé, il grimpe dans les rideaux, un dépressif, il se couche à terre puis il dort. Moi, je grimpe dans les rideaux, tu sais, puis... Donc, tu extériorises ton angoisse? Ben, j'ai des angoisses. Moi, je me lève angoissé. Tu sais, je me réveille le matin. Es-tu sérieux? Une petite angoisse. Mais... heureux de me réveiller. C'est weird. Moi, je suis angoissé, tout me touche. Tout me touche. Ma blonde a dit, arrête, là, tu sais, je m'en vais. Donne-nous un exemple. Ben, je vais recevoir des gens, je vais écouter le monde parler dans la rue, puis je peux m'horripiler, je peux être horripilé, ou ça me met à l'envers. J'étais un buvard, tu sais, tout ce que je vois me rentre dedans sans que je m'en rende compte. Alors, je suis toujours en état un peu d'angoisse, mais pas une angoisse là plus jeune, oui, qui m'a paralysé un peu. Mais ouais, j'ai eu des périodes. Moi, je veux te dire, vers 19 ans, j'étais plus genre Nelligan que Steve Martin. Tu sais, j'étais intense. J'écrivais de la poésie absurde, mais noire. Est-ce que tu as gardé ces poèmes-là? Oui, j'ai tout ça. Hey, c'est drôle parce que quand j'écrivais, mais j'ai commencé jeune à écrire. J'écrivais à 13 ans, 14 ans. J'écrivais des pièces de théâtre. J'écrivais de la prose absurde. Moi, je lisais des affaires. Moi, je capotais ben raide sur Lautréamont. Hein? Mon Dieu! Oh, oui, puis jeune gars. Puis j'aimais bien ça. Puis je lisais Boris Vian. Boris Vian. C'était mon idole. Puis L'écume des jours, mais tout ça. Mais moi, Ionesco, quand j'ai lu Ionesco, j'avais l'impression que c'était mon oncle ou mon cousin. Mais quand je l'ai vu en entrevue, j'ai l'impression que je le connaissais pas partout. Mais j'étais un fan fini d'Ionesco. Puis... Tu vois, c'est drôle parce que avant que tu arrives, Richard me disait, pour moi, Claude, c'est David Lynch. Puis là, j'ai dit, c'est bizarre que tu le vois ça comme ça. J'ai dit, moi, pour moi, c'est Eugène Ionesco. C'est exactement ce que j'ai dit à Richard avant que tu arrives. C'est drôle quand même. J'ai eu la chance de rencontrer la fille de Ionesco à Montréal. Elle est venue faire, tu sais, des maisons de la culture. Ouais. Elle est venue faire une rencontre avec des gens pour parler d'Ionesco. Puis ça fait quand même pas mal d'années. C'est peut-être 7, 8 ans, 10 ans, peut-être 10 ans. Je pense que c'était à la Maison Frontenac, je me souviens plus où. Puis,
Il m'avait demandé d'y aller. Parce que c'est sûr qu'il y a une L'absurde. parenté. Ben oui, mais moi, les Il y a voisins, une c'est très parenté. inspiré d'Ionesco. Ils disent, regarde, je m'en cache même pas parce que... Quand t'as très chaud. Puis Ionesco, il se retenait pour être pas plus drôle que ça. Parce qu'il était drôle en... Ah ouais? Lui, il aurait pu être drôle. C'est un temps rare. C'est un des meilleurs dialoguistes que j'ai jamais lu. Je dis toujours mon exemple, puis si je faisais une autre affaire, un jour, je vais le mettre en image. Moi, je trouve que la vie, c'est une casse au billard. Une casse au pool. Quand tu casses les boules... Oui, quand t'as tout le triangle Ouais, au là, début. tu fais la casse. Là, Ah, là on s'en va tout... On sait pas pourquoi on s'en va de même. On quelle rencontre belle des gens... image, je la vois dans ma tête. Oui, on rencontre des gens. La vie t'amène là. Pourquoi je suis avec Virginie, puis j'ai 2 filles adoptées, puis tu sais, me dis... Puis, Moi, je suis toujours fasciné par qu'est-ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis devenu. oui. C'est pour ça que tu lis Moi, tout ça le me temps. fascine. Moi, Genre, j'adore. il lit beaucoup des biographies de différents artistes. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment Qu'est-ce donné, qui fait que tu es devenu ça? ce que tu es, puis qu'est-ce qu'il y a qui est avec ta femme? Ouais. à chaque moment, comme au billard, à un C'est ça moment que je te donné, dis. tu te fais frapper par la rouge ou par la blanche ou par la noire, peu Ouais, importe. puis là, tu rebondis Là, tu dans tel rebondis coin, à complètement tel ailleurs. angle. Ben oui. Là, tu rencontres quelqu'un qui va bouleverser ta Pourquoi? vie. Tu sais, pourquoi? C'est fascinant. T'sais, Mais tu c'est- devrais faire un film là-dessus. Mais- Moi, j'écouterais ça. Mais ça, c'est la vie, c'est l'absurde de la vie. Oui. C'est l'absurde de la beauté, mais c'est l'absurde de la vie. Tu sais, c'est- tu peux jamais dire, la maladie peut arriver. Mais Jean-Marc Vallée qui meurt à 58 Jean-Marc ans. Vallée qui meurt de même, j'ai capoté. L'humoriste La américain journée de qui est mort. Noël. La journée de Noël. Puis il est rentré chez lui tout seul avec un paquet d'épicerie. Je sais pas comment il est mort, mais il semble-t-il, il est mort dans son portique avec son épicerie. Je sais pas trop. Ils l'ont trouvé à terre. C'est quoi cette fin-là? Tu parles d'une fin de marde. Claude, l'émission s'appelle Un apéro piquant. Donc, il y Ouais, il y a avait des des questions plus pinottes piquantes. au sriracha. Mais là, il y a des questions piquantes. Donc, il y a un bol en argent, Hein? en éteint, à côté de toi. OK. Parce que toi, t'es tout sauf éteint. T'es même pas mal allumé. Pedoum, pedoum. Mais là, il va falloir que tu la lises, parce que j'ai pas mis le lunettes. Ah, t'as pas tes lunettes? Ben, ils sont dans mon manteau. OK. Ben, je vous fais Alors, confiance. je vais la lire pour toi. Je vais la paraphraser, OK? Je vais la mettre en contexte. Je le dis comme Toi et Richard, vous êtes tous les deux des Silver Fox. Vous êtes des gars super sexy dans vos cheveux blancs, poivre et sel. Donc, la J'en question... parlerai. Hein? Elle a besoin de lunettes. Mais en tout cas, ouais. Alors, la question est la suivante. Est-ce que ça t'a pris du temps d'assumer tes cheveux blancs? Si on t'a vu soudainement avec les cheveux blancs, ça veut dire que t'es teigné avant. Ben oui, tout à fait. C'était à la Pourquoi? mode. Pourquoi t'es- Moi, ça a commencé avec les pubs de Pepsi. Alors, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, je sais pas, 48, 47, même peut-être avant ça, 45 ans. Puis, à un moment donné, Micheline Brière, qui était une fille extraordinaire, qui était une productrice des pubs que je tournais, elle me dit, mon petit Claude, me donne un petit shampoing. Là, tu commences à avoir des cheveux gris. Puis à l'époque, c'était la mode, les gars. Pas la mode, mais... Grecian Formula puis tout ça, là. Ben, c'était pas une Formula. C'était un coiffeur qui me mettait une espèce de patente dans les cheveux. C'est Mais j'ai toujours- Grecian Formula. Mais j'ai toujours haï ça. Parce que je trouvais que c'était pas moi. Puis je me disais toujours, puis à un moment donné, j'ai dit à mes filles, mes 2 petites filles, moi qui étaient petites, ben j'ai 3 filles, mais mes 2 filles vietnamiennes étaient plus jeunes que ma grande fille. Puis j'ai dit aux filles, papa, là, il va remettre ses cheveux gris, là, parce qu'il est tanné en esti d'avoir des cheveux jaune-orange à la TV. Puis en tout cas, moi, je trouvais ça épouvantable. Fait que là, les filles m'ont dit, non, papa, quand tu vas venir nous chercher à l'école, ils vont dire que c'est notre grand-père qui vient nous chercher. Oh. Fait que là, j'ai toffé vraiment un 5-6 ans de plus. Ça m'est 5-6 ans. arrivé, moi, là, je suis allé chercher, j'ai un fils de 13 ans, puis je suis allé quand il était plus petit, je suis allé le chercher, et un de ses amis a dit, t'es-tu son grand-père? Ah ouais. Mais pour un gars, c'est plus facile à assumer que pour une fille. Mais oui, pour une fille, avoir des cheveux blancs, c'est difficile à Ah assumer. ouais. T'as raison. Mais aussi, les filles, quand vous avez l'air tendu, Ouais. appelle ça comme tu veux, mais mettons, vous avez de la couleur dans les cheveux, c'est accepté complètement. Ben oui. Mais un gars qui se teint puis qui manque son cou, il a l'air zouf. Tu sais, des gars jaune-orange, là, comme Trump, là. Hey, monsieur. C'est la couleur Ross, Ross. ouais. Ouais. Alors, moi, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'étais me fait couper les cheveux très courts, puis ça a fini là. Puis j'étais tellement content d'avoir mes vrais cheveux, d'être moi-même, enfin. Mais aujourd'hui, les gars, Est-ce c'est qu'il fallait que tu te accepté. prépares psychologiquement Virginie? Pas du tout, elle était contente. Même elle me disait, let's go, mon homme. D'ailleurs, c'est arrivé comme au début que j'étais avec Virginie. Parce que Virginie est quand même plus jeune que toi. Quelques mois. Quelques mois.
Est-ce que ça t'a fait hésiter au début? Est-ce que tu disais, tu sais, la différence d'âge, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, pas en tout. Pas en tout, ça n'a jamais été... Moi, j'ai pas d'âge dans ma tête. J'en ai physiquement, malheureusement, de plus en plus, mais j'ai pas d'âge dans ma tête. Tu joues encore au tennis beaucoup? Ouais, je joue Donc, t'es beaucoup au comme tennis. moi, j'ai 18 ans dans ma tête, puis je ne comprends pas quand je regarde mon état civil. Ma ça mère marche me pas, l'avait là. dit. Tu vas voir que tôt demain, c'est que tu vieillis plus dans la tête. Elle dit, vers 40 ans, il y a un petit passage. Elle m'avait dit, elle m'a pas dit 40 ans, quand même. Elle dit, même un peu plus vieux, tu vas... Elle dit, moi, autour de 40, 45 ans, je sais pas ce qu'elle me dit vraiment à l'âge, là, mais... Elle dit, il y a un changement, mais après ça, on change plus. Puis elle dit, moi, ça m'écoeure, parce qu'elle dit, j'ai la même tête qu'à 50 ans, puis elle dit... Alors, moi, j'ai 70 ans, puis... 70, je pensais pas. Hey, Ouais, j'ai 70 ans. t'es fait beau. Puis, je suis en forme, je vais bien, je vais bien, j'ai eu des petits problèmes de santé des fois, mais j'aime la vie, je me réveille le matin, je suis de bonne humeur, je suis angoissé, mais de bonne humeur. Puis, Un angoissé de bonne humeur, j'adore ben oui, ça. c'est à peu près ça. Là. Puis, mais tu sais, j'ai une femme jeune, mais je sais pas pourquoi pourquoi j'ai eu C'est des femmes... soufflant avoir une femme jeune. Il faut que tu te gardes, tu sais, Non. tu te gardes quand même. Non, je pense que je la top shape, fatigue là. plus qu'elle me fatigue. Pourquoi? Es-tu en train de magasiner pour une nouvelle blonde, Richard? Est-ce que tu trouves que... Hein? Je trouve que la question se pose quand même. Non, au contraire, moi, j'ai pas cette pression-là parce que tu vieillis en même temps que moi. Vous avez combien d'âge, Fait que, là, mais tu quand... 4 ans. Moi, Ah, j'ai bon. 56, Martine, moi, 4 ans, mais quand... T'as 56 ans, toi? Ouais. My God, t'as parlé de ça. Ah, t'es gentil. Pour le vrai. Merci. Pour le vrai. Ben, regarde, c'est pas vieux, 56 ans. Non, mais non, c'est pas vieux. Mais comme je dis, de toute façon, dans ma tête, j'ai 18 ans. T'as quel âge, Écoute, toi? Ça, 60? 60. Ah, j'ai eu 60 cette année. Ouais. Ouais. Bravo. Je suis dans la crise à 60 ans. T'as l'air bien. Je trouve ça dur, 60. 60 ans, c'est un âge de marde. Mais 70, c'est encore tough. pire. Pourquoi 70, c'est pire? Ben, j'ai mangé avec Yvon Deschamps dernièrement, puis on a parlé d'âge, parce qu'Yvon est 85, là. Non, mais il y a l'énergie du tonnerre. On l'a vu dans un spectacle à la Place des Arts. Il gambadait sur la scène. Il y avait plus d'énergie que tout le monde mis ensemble. Il y a beaucoup de... C'est un showman incroyable. Ouais. Mais tu sais, c'est plate de vieillir parce que tu dis les cellules, ça s'éteignent tranquillement, je vais tomber malade. C'est ça qui fait peur du vieillissement, c'est de tomber malade. Ouais. Parce que moi, je mourrais dans mon sommeil comme Bob Saget. Bob Saget. Ça me dérangerait pas trop, tu sais. J'aimerais ça me réveiller comme si c'était une seconde avant pour voir où je m'en vais. Mais être malade longtemps, ça m'intéresse pas tellement. Puis j'ai vu mon père qui m'en est tombé malade longtemps. Puis c'est ça qui me fait peur du vieillissement. Une autre question. Oui. Allez-y. Ah oui, c'est vrai. Excusez, je peux aller chercher mes lunettes si vous voulez, mais je vous fais Non. confiance. Est-ce que c'est guidoune de faire de la pub? Ça dépend du montant sur soi. Moi, je me suis jamais senti guidoune, mais je me suis senti chanceux en Simonaire. Est-ce que c'est ce qui a été le plus payant dans ta carrière? Oui. Pour le nombre de dents travaillées. Mais j'ai adoré faire de la pub. Ah, à ce point-là? Vraiment. D'abord, pareil comme Martin et Matt, c'est une promotion extraordinaire. Ça m'a mis très populaire. Ça nous a rendu très populaire. Ça faisait vendre des billets de show. À ce point-là? Ah oui. Jean-Claude Espérance, il me disait, quand tes pubs sortent, Qui était ton producteur? on vend des billets de Ding et Dong. On vendait déjà beaucoup de billets de Ding et Dong, c'est ça, bien humblement. Mais là, ça faisait un boost, il me l'avait dit. Et non seulement ça, c'est que moi, j'ai eu bien du fun à écrire ces pubs-là. J'ai eu du fun, te dire, là, à tourner ça. Tu sais, je tournais avec Charles Binamé, c'était pas ennuyant. On a tourné au Mexique, on a tourné en Floride. J'ai tourné, moi, sur le bateau d'Al Capone. Ben, non, faut que tu me racontes ça. Pour le vrai. Ah, OK, raconte. Alors, j'ai tourné la pub, je sais pas si vous vous rappelez, je faisais une pub sur un bateau. Je faisais mon personnage qui clignait de l'œil, là. Bonsoir, mes jolis, bienvenue sur le Sardine. C'était mon bateau. Attends, faut le dire aux gens qui nous écoutent. Claude est en train de cligner de l'œil comme son Je cligne de personnage. l'œil. Alors, bienvenue sur la Sardine. Ce soir, mes jolis, les gars, je disais mes jolis. Aujourd'hui, ça passe plus. Le sardine. Puis là, je disais ce soir, et je sais pas trop ce que je disais, coup de ventre à 11h15, bain de minuit dans le Pepsi. En tout cas, une affaire de fou. Ben de minuit dans Oui, le Pepsi. c'était notre horaire, tu sais. Alors, je tournais ça avec 4 filles américaines qui comprenaient pas une esti de mot de ce que je disais.
il était plié en deux. Des pétards. Des pétards de 6 pieds 4. Puis là, il était là, il riait comme des folles. C'est pour ça que tu disais que t'avais du fun à faire des publicités, c'est parce que t'étais avec des pétards de 6 pieds 4. Ben non, il n'y a pas eu beaucoup de pétards dans mes pubs, m'a dit. Puis l'autre pub, je jouais au golf. Tu sais, te rappelles-tu, je faisais une annonce de golf. Je disais, vous savez, ce qui est amusant avec le golf, c'est que pour pas être dans le trou, il faut rentrer dedans. Puis là, c'était n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi, mais t'as le fun à faire. Parce que toutes ces années-là après, tu les ris encore. Ben oui, mais je riais. Et tu nous les racontes, mais on les rit il fallait faire en 30 secondes. Puis là, il y en avait. La difficulté, c'est que j'en ai fait pendant 25 ans. Avais-tu carte blanche? Carte blanche complètement. Mais je travaillais avec 2 gars formidables. Un ggars qui vient de décéder, d'ailleurs, Robert Thibodeau. Puis Richard Constantino, je peux le nommer. Lui, c'est lui qui est venu me chercher. Moi, tu sais, à l'époque, faire Pepsi, c'était... Mais l'idéateur, c'était toi? C'était toujours toi à chaque fois qu'il arrivait avec l'idée, le concept? Mais oui, ben, il approuvait ou pas, mais oui, c'était ça le mandat, c'est que j'étais payé pour les écrire, tu sais. Tu sais que Fellini a fait des publicités, hein? Ben, oui. Fellini en a fait. Ça doit, avec les grands réalisateurs. Fellini, je te dis que c'est ta soirée. Bergman a fait une pub aussi. Ouais? Une pub de savon, je crois. Mais est-ce qu'il clignait de l'œil? Mais il y en a tous fait. Denis Arcand, il en a fait des pubs. Ben oui. Il y a plein, Binamé. Ben Lauzon. Jean-Claude Lauzon, c'est comme ça qu'il a commencé. Écoute, moi, j'ai une anecdote avec Jean-Claude Lauzon. OK, vas-y. C'est que, on est à Toronto tous les deux parce que c'est le congrès nord-américain de Pepsi qui a lieu à Toronto. Et Jean-Claude Lauzon, je vous compte ça comme ça, il m'a appelé pour que moi, je joue dans son film... Léolo? Non, l'autre. Là, Un Zou la nuit. Un Zou la nuit, et que je fasse le rôle de Maheu. De Gilles Maheu? Oui. Même ça, je sais pas si Gilles Maheu le sait, pour lui. Mais il m'a appelé pour faire ça, et il a demandé à Jean Lapointe de faire le rôle de Roger Lebel. De rôle du père. Oui, puis ça devait être tourné en été. Ça aurait été un autre film complètement. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'au début, mon personnage, il se faisait enculer, tu sais, dans la prison. Oui, en prison. Mais j'ai dit là, c'est comme ça que ça commence. Le monde va dire, elle est vaillante, elle est bonne. Es-tu bonne? Tu sais, voyons donc. Puis j'ai dit, moi, je fais dong. Mais non, mais j'ai dit, faut changer le début. J'ai dit, il faut juste qu'il arrive d'autres choses, qu'il mange un nouveau voler, mais pas qu'il se fasse enculer. Dong qui se fait enculer au début d'un film. Puis là, il m'a dit, si t'as le goût, tu écrirais la dernière scène dans la chaloupe, qui était avec son père, qui était une très belle scène. D'ailleurs, avec la chanson de Jacques Brel. Qui était très réussie, mais il voulait que j'écrive un numéro drôle. Mais finalement, ça s'est pas fait parce que le tournage était retardé, puis ça a été remis à l'automne, puis après ça, plus tard même. Puis moi, j'étais en tournée sans arrêt, mur à mur, dans ce temps-là. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Ça, j'aurais aimé ça, jouer là-dedans. Ouais. Je le regrette pas, mais c'est une occasion ratée. Puis, tu sais, moi, j'ai pas été demandé souvent comme acteur, laisse-moi te le dire. Mais j'ai pas C'est dommage. Ben ouais, je suis pas un grand acteur. Je suis associé tellement à un humoriste. Pas un humoriste, mais... Les personnages que tu as créés comiques sont tellement importants qu'effectivement, on te voit et on te dit « elle est bonne ». Ben oui, puis timé, puis le monde me... Tu sais, je parle de même, le monde dit « tu parles comme Dong ». Mais oui, je sais, c'est moi. Tu sais, il y a du monde qui me dit « tu parles comme Dong ». Mais je parle pas comme Dong, je parle comme Claude Meunier qui parle comme Dong. Tu disais tantôt que tu as fait des projets qui n'ont pas marché. Mais des fois, avec le temps, par exemple, le film Ding et Dong, tu sais que c'est un film culte au même titre qu'Elvis Gratton. Il y a des jeunes que je connais, moi, qui connaissent par cœur. Il fait parler, moi. Par cœur. Cette année, j'ai fait des pubs pour Recycle Québec, là, dans les dernières années. Puis les jeunes gens techniques, ils me parlaient beaucoup de Ding et Dong. Le film, j'en revenais pas. C'est fou, hein? Ils me parlaient beaucoup de Ding et Dong. Ils me faisaient des phrases. Ils me parlaient des phrases. La phrase qui m'a étonné, d'ailleurs, c'est « Dans le Sud, pour 7 piastres et demi », là, où... Moi, cette phrase-là, je la trouvais pas drôle, mais le monde me parle de ça. C'est l'idée qu'il partait dans le Sud, puis prenait un taxi, puis il y avait 7 piastres et demi pour aller à Miami, tu sais. Mais je comprends la gag, là, mais je l'ai écrit, mais je le comprends. Mais ce que je veux dire, les jeunes m'arrivent beaucoup avec cette phrase-là. Mais il y a des phrases comme ça, les gens me parlent des voisins, les gens me citent les voisins. Là. C'est fou, hein? C'est fou, ils me citent des grandes répliques. Mais tu sais ça, je dis tout le temps ça, mais c'est pas une phrase, c'est pas ça exactement la phrase. Non, c'est pas la phrase. C'est bon la mayonnaise, ça goûte rien, moi je dis toujours ça, mais c'est pas ça la vraie. C'est pas exactement ça. On sait pas que ça goûte, hein? On sait pas que la mayonnaise est là. On sait pas que ça c'est Louis Saya qui a écrit ça, ce bout-là. Ça, c'est bon, une dernière question, quoi. Ah, mais non, on a le temps pour une ou deux autres, en fait. Ah, moi, j'ai pas de problème. Ah ouais, donc? Moi, je pensais te coucher ici ce soir. As-tu déjà été d'accord avec une mauvaise critique de ton travail? Après coup, oui. Sur Combien d'années après?
Je sais pas combien d'années, 2-3 ans après. Ouais. Tu sais, ou en y repensant après. Puis moi-même, j'ai vu que j'ai fait des bons coups puis des mauvais coups, puis des affaires que je me suis trompé. Puis moi, j'ai fait des erreurs, vraiment, des fois. Puis des fois, c'était pas assez travaillé. Ou mal travaillé. Surtout mal travaillé. Parce que moi, je suis un travaillant, je travaille fort, mais mal travaillé. Tu sais, moi, j'avais déjà dit ça à Jacques Grisé. Jacques, il travaillait fort, il travaillait beaucoup dans Paul et Paul, puis c'était un gars qui travaillait beaucoup. C'était un travaillant. Mais je disais, Jacques, c'est pas tout de travailler, il faut que tu travailles bien. Tu sais, bien travailler, prendre les bonnes personnes, prendre des breaks, mettre ça sur l'établi, reprendre après. Tout ça, c'est bien, bien important en écriture. Mais il n'y a que le recul qui peut te donner ça. Oui, mais aussi, des fois, trop confiance en toi. Tu sais que tu peux le faire tout seul. Ouais. Comme moi, des fois, des gros projets, j'en ai raté où ça aurait été mieux. Mais il y a des choses qui ont été démolies qui méritaient pas d'être démolies. Puis il y a des choses qui étaient pas si mal. Puis bonne année, Roger. Pour moi, c'était un des meilleurs bye-bye de tous les temps. Mais ça, fallait le pogner. Puis il y a des gens qui disent que c'est épouvantable, là, que c'est le pire. Moi, je suis un des meilleurs. Ben, ça, bonne année, Roger, c'est tordant, parce que c'est un exemple exactement de ce qu'on dit, là. C'est qu'il y en a qui, c'est comme dit Marc Messier, il y a pogne ou il y a pogne pas. Oui, c'est ça. Que, oui ou non. Mais bonne année, Roger, c'était particulier parce qu'on avait eu le mandat de faire un bye-bye sans politique. Alors, nous, on n'a même pas fait la promotion de cette idée-là. C'était un bye-bye sans politique. Alors, quand c'est arrivé, le monde, le dentier, leur a tombé de la bouche. Tu comprends? C'était comme, ben voyons, c'est quoi cette bye-bye? Donc, c'est juste que la présentation n'avait pas été il aurait fallu avertir. C'est un problème de communication. Mais moi, je pense que c'est pas drôle du bye-bye, de faire un bye-bye sans politique. Moi, j'aime bien les bye-bye. Moi, j'aime ça regarder des bye-bye. Puis que ça soit bon ou pas bon, je m'en fous. Quand ils font la revue de l'année, c'est sûr quand c'est bien plate, OK. Mais surtout, dernièrement, les bye-bye de Simon Olivier-Fecteau, je les trouve très, très bons. Ouais. Je trouve que, tu sais, des fois, le sketch est moins bon, des fois, l'idée est moins bien développée, mais cette année, c'est une grande année de télé, j'ai trouvé, le 31. Il y a même eu une blague sur Richard Martineau cette année. Ah oui? Oui, ils font peur. Ils font peur aux woke avec une chronique de Richard. Mais c'est surtout que l'idée d'un bye-bye, c'est de faire un retour sur l'année. Moi, j'aime ça. Puis les moments marquants. Fait que de toute façon, c'est le fun. C'est un exercice qui est le fun à faire. Moi, sincèrement, j'étais un bon public. Moi, je ris, là. Et prenons l'idée d'un bye-bye. C'est le 31 décembre. On passe en revue l'année. Puis on voit les moments loufoques, les moments drôles. Puis on revit. Si tu faisais un bye-bye de ta vie ou de ta carrière, ce serait quoi les moments les plus drôles puis les moments les plus tristes? Hey boy, méchante question. Ça, là, tu me demandes de revisiter, mettons, 50 ans de ma vie, parce que, mettons, ça commence à 20 ans, la vie, là, vraiment, à 18 ans. Mais si t'étais scripteur du bye-bye de Claude Meunier, de ma vie, Claude Meunier, ça ressemblerait à quoi? Ben, les moments les plus drôles seraient probablement les moments les plus angoissants maintenant. Ah ouais? Parce que toute l'angoisse que t'as quand t'es jeune, c'est drôle à regarder après coup, tu sais, je veux dire... moi, je me rappelle, j'ai un moment d'angoisse, un des plus forts de ma vie, mettons, au niveau professionnel. Ouais. C'était quand j'ai fait le premier numéro avec Yvon Deschamps à la disque. J'expliquais les règlements. Puis, écoute, j'ai failli mourir. Quand je me rappelle encore du sentiment que j'ai eu en entrant sur scène quand il m'a présenté, là, c'était à la télé en direct, au gala de la disque. J'étais pas connu. Yvon, là, il m'a tellement aidé, Yvon Deschamps. Il m'a tellement mis sur le bout du tremplin, puis en disant, vas-y, je suis là, saute. Ça n'a pas de bon sens, comment cet homme-là m'a... Tu sais, il sait peut-être pas à quel point je suis reconnaissant, mais j'ai déjà dit, là. J'envoie moins d'argent maintenant, là. Mais l'enveloppe brune est plus petite. L'enveloppe brune, écoute, à un moment donné, on se calme. Mais, non, mais il m'a tellement... Puis ce moment-là, parce qu'Yvon Deschamps, c'était le... C'est encore, c'est le Maurice Richard de même, c'est plus que ça. Tu sais, c'est un grand, grand homme, c'est un grand, grand Québécois, c'est un grand écrivain, il a tellement de qualités, puis c'est un être humain formidable. Moi, j'aime beaucoup Yvon Deschamps, je le connais, puis c'est encore mon idole. Même quand j'étais à côté, je vais manger avec, je suis comme un peu mal à l'aise, tu sais. Je me dis, voyons, donne-toi une claque, calme-toi. J'ai toujours de la misère au début, mais starter mes repas avec Yvon, parce que j'étais avec Yvon. T'es encore starstruck un petit peu. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est rare, là, mais c'est vraiment. Donc, cette fois-là, t'es sur scène. Fait que là, j'arrive à la scène, sur scène à la disque, là, Yvon, on a écrit le numéro un peu ensemble, mais c'était moi le comique, là. Lui, il m'a dit, on fait un numéro, je te pose des questions, tu réponds. C'est moi qui l'écrivais plus. Fait que j'essayais d'écrire des questions comiques, tu sais. Puis là, à un moment donné, il dit, OK. Puis là, il dit, au Journal de Montréal, à l'époque, il dit,
Vous allez voir, ce gars-là est drôle, hein. Vous allez mourir de rire. Alors, moi, je lis ça le samedi. Je fais « Ah, fuck! » Là, j'appelle Yvon. Je dis « Écoute, Yvon, je vais changer des réponses. » Il dit « OK, pas de trouble. » Il dit « Je vais changer les questions. » Il dit « Pas de trouble. » Là, j'ai tout écrit le numéro. Là, je me suis dit « De la merde, Yvon. » J'écris des... Faut que je sois drôle. Puis là, j'avais trouvé une joke qui a été comme une des meilleures jokes d'époque. C'était que Claude Dubois venait de se faire prendre. Oui. Avec de la dope, puis tout ça. Puis là, j'avais dit, la question, c'était, je faisais mon personnage qui clignait de l'œil, encore une fois. Je disais à Yvon, il dit, Monsieur Saguenay, je faisais Monsieur Saguenay, il dit, est-ce que c'est dur, les règlements pour les artistes? J'ai dit, non, il dit, le pire qui peut arriver, j'ai dit, c'est d'aller au portage 2 semaines. Puis là, c'était Claude Dubois qui devait se faire prendre, ça faisait 2 jours. Là, si je dis ça, c'est chien, Claude Dubois. Puis tu sais, à l'époque, ça avait l'air, c'était la grosse affaire. Puis il dit, non, dis-la, ça va rire, tu vas voir, ça va rire. Puis j'ai eu une claque là-dessus à l'époque. Ah. Puis là, Ginette Renault est arrivée en courant en coulisses, elle avait dit, T'es qui, toi? Je me suis toujours rappelé de ça. C'était des grands moments, mais quand je suis entré sur scène, j'étais sûr que j'étais pour fendre en deux. Mais fendre en deux, mourir, la tête me pèterait, je serais plus capable de dire un mot, je dirais blablabla. Tu sais, je savais pas trop, puis ça a parti. J'étais tellement nerveux d'aller faire ça, je m'étais tenté, je sais pas si tu te rappelles ça, je m'étais pas tenté un petit buzzer. Je m'étais fait ça, écoute, comme un safety. Fait que j'avais dit aux gens, écoutez, si jamais c'est pas drôle ce que je dis, faites-vous-en pas, je vais peser sur le piton, vous allez le savoir. Fait que, oui, je m'étais préparé un petit piton qui faisait tu sais, comme un buzzer de quiz. Oui. Fait que là, je disais, vous savez, mettons, telle affaire, puis là, si ça riait pas, je disais, Là, il partait à rire. Je disais, voyez-vous? Je suis padé. C'est très drôle. Fait que ton personnage qui cligne de l'œil, finalement, il était là longtemps. Il a été là depuis... Il était dans Paul et Paul. Il est arrivé dans Paul et Paul. Ton pire souvenir de stand-up comique? Où tu t'es planté, là? Je sais pas, c'est peut-être en région. Non, c'est arrivé, là, c'est arrivé en région. Je pense Tout en région, le pire, c'était en France. Ah, ben oui. Le grand échec, le grand échiquier. Ben oui. Quand on allait faire le grand échiquier, c'est épouvantable. Bon, raconte l'histoire pour ceux qui la connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on a été invités à aller faire le grand échiquier à l'époque avec... Ding et Dong. Ding et Dong. Qui avec l'animateur Chancel, comment il s'appelle? Jacques Chancel. Et c'était Claude Brasseur, le fils de Pierre Brasseur, le grand acteur, qui nous a invités, qui avait déjà vu Ding et Dong, qui avait déjà vu Paul et Paul au Québec. Je l'avais jamais vu rencontrer, moi. Fait qu'il a dit, moi, du Québec, j'aimerais ça avoir Ding et Dong. Claude Meunier, Serge Thériault, ou Paul et Paul, je pense. Puis on était rendu Ding et Dong. Fait que là, nous autres, on était dans la gloire du Club Soda, là. On était dans notre pic au Club Soda. On se fait appeler pour faire ça. Je dis à Serge, on y va dessus. On fait... Vous avez rien à perdre? Rien à perdre, mais en même temps, on n'avait pas de plan de carrière en France, mais absolument pas. Fait que là, on dit, on y va. Fait que là, on prend nos meilleurs numéros du Club Soda qu'on faisait, le Grand Échiquier. On faisait Avis de recherche, qui était une parodie d'Avis de recherche, une émission française. Fait qu'on dit, ça va bien aller. Puis on fait un autre numéro, les impressionnistes, c'était les peintures. Sur les impressionnistes, ça s'appelait les impressionnables. Là, on dit, voyez-vous, eux autres, là, ce qu'ils voulaient, là, c'était s'impressionner. Ils prenaient bien de la peinture, puis là, ils se platchaient, tu sais. Ils essayaient de faire ça gros un peu, tu sais. Tu reconnais pas, mais il y en a de la peinture, tu sais. C'est très drôle. Fait que là, ils essayaient de s'impressionner l'un l'autre. C'est ça le principe. Les impressionnables, ouais. J'adore. Puis ça, on l'a jamais filmé parce qu'on voulait toujours le garder. On disait, c'est notre meilleur numéro. Puis là, on dit, on va le faire en France. On est arrivé en répétition à l'émission de Chancel. Et on fait le numéro des Impressionnables qui, au Club Soda, c'était un riot. Le monde pissait dans leur culotte. Et là, ils nous disent, mais non, c'est les impressionnistes. Ben non, ils comprenaient pas le gag. Non, ils l'ont pas pogné du tout. Ils comprenaient pas le gag du tout. Fait qu'on avait amené d'autres numéros. Fait que Serge faisait le lifeguard dans Paul et Paul, qui était très, très hot. Fait qu'il dit, je préfère le lifeguard, puis on préfère aussi Avis de recherche. Fait qu'on a opté pour Avis de recherche. Écoute. Un flop. Un flop, tu dis. D'abord, Chancel, avant nous, Patrick Sébastien vient faire une imitation du père de Claude Brasseur, Pierre Brasseur, puis il dit... Puis là, il fait un numéro très émouvant. Alors, nous sommes au ciel, nous te regardons, quelle carrière tu as, ta mère et moi. Puis là, il est pareil, puis là, tout le monde braille en studio. Et là, on avait dit à Chancel, présentez-nous un peu, parce que là, le monde... Ils savent pas. Ils savent pas qu'est-ce qu'on est, 2 hosties de bébites, en peau de vache, tabarnak. Ben c'est ça, t'avais tes vestons. Ben oui. Avec puis là, moi, écoute, on est dans la loge, là, puis là, il y a un gars les gens disaient, alors vous êtes punk,
qu'est-ce que c'est votre truc? Vous êtes des punks? Vous n'êtes pas des punks, esti. Pas des punks, on est des ding et dongs. Donc là, écoute, Chancel nous présente, il dit, là, ça finit. Claude Brasseur finit de Pierre Brasseur. Il pleure. Claude Brasseur pleure, pardon. Et là, l'imitation finit, puis il dit, alors, là, tout le monde est ému, mon vieux. Puis là, il dit, et là-dessus, accueillons Dong et Dang, Dang et Dong. Whatever. Alors là, Serge. Alors, ce soir, nous accueillons la doublure de Jacques Brel lorsqu'il vient faire du western au Québec. J'ai nommé Dong. Là, moi, je rentre, effrayant. Et là, le monde comprend rien. J'ai l'air d'un arabe, Tafrahim, ils savent pas ce que je dis. Là, je m'assois, puis là, écoute, aucun rire. Là. Zéro. Et là, plus ça va, moins ça rit, mais moi, curieusement, je te jure, je vous jure, sur mes filles, j'ai commencé à être au nerf. J'ai envie de dire, hey, asti, qu'est-ce que vous avez, à vous, des bouchons dans les oreilles? J'étais sur le bord d'éclater. T'étais en crise. Oui. T'étais pas... Au lieu, le malaise s'est changé en crise. Puis quand ça finit, le numéro, là, on se lève, puis je vais toujours me rappeler, il y avait Serge Reggiani qui était parmi les invités, qui nous regardait, mais avec des mitraillettes dans les yeux, puis il était comme honteux d'être là, presque, tu sais, pendant qu'on... Puis là... Ton idole, Serge Reggiani. Ben moi aussi, c'était mon idole! Ben oui! J'adorais Serge Reggiani, j'étais allé le voir en show à la Comédie Canadienne. J'étais un fan, moi, de Serge Reggiani, tu comprends? Je le vois qu'il m'haït, tu sais. Alors là, on se lève, puis Richard nous dit, alors, vous allez vous rhabiller en laïque, là, vous allez vous habiller, là, et vous revenez. Fait que là, on va s'habiller, sans tabarnak, on est mal à l'aise, tu comprends? Fait que là, t'enlèves ta peau de vache. Puis là, on revient en nous, puis le gars, il dit, ben écoutez, vous attendez dans le coin, là, on vous verra après. Ils nous ont pas fait revenir sur le plateau. Mais là, Chancel, il demande à Claude Brasseur, alors, vous avez aimé? Puis Claude Brasseur, il dit, ils sont formidables. Là, les gens n'ont pas compris ce qu'ils font. C'est dommage. Il est bien chic. Il nous a défendus. Ah, ça, c'est génial. Et ça me rassure. quand l'émission est venue, moi, je suis allé voir Chancel. J'ai dit, c'est quoi ça, là? De nous faire venir du Québec puis pas capable de nous présenter. Mais du jeune homme, là. On dit, tu parles dit, mange la marde, je te connais pas, puis si je reviendrai plus jamais ici. Et j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là de pas nous présenter? Mais il t'a mal présenté, il vous a mal introduit, les bien gens sûr. comprenaient pas, mais il dit, c'est difficile à comprendre, votre truc. Ben, j'ai dit, non, c'est pas juste ça, c'est qu'en plus, vous nous avez pas présenté. On est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, tu sais. Et là, Brasseur nous a invités à manger avec lui. On a mangé avec lui à sa table et son pote avec qui il avait fait Paris-Dakar en auto. On était tous les quatre restés. Ouais. Bon, ben l'histoire, c'est bien cool, bien. ça. Est-ce que c'est disponible sur YouTube, tu penses? J'espère que non. Hey, Claude, ça a été vraiment Ouais, c'était bien cool. je trouve que c'est une belle façon de clore cet apéro pas si piquant que ça, finalement. Puis t'as même pas mangé nos peanuts à la sriracha. Que je pensais les apporter à la maison, mais... Tu as un autre gin? Non, on va y aller tranquillement. Okay. Hey, merci beaucoup. On peut trinquer quand même. On va trinquer. C'est contre ma religion de trinquer avec un verre vide, mais écoute, ça a été un plaisir de te voir. Merci. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France. Une production Cube Radio.